Imaginez être au pire moment de votre vie, où chaque décision impulsive vous entraîne vers un destin irréversible. D'un crime commis dans un accès de colère à des actes froidement calculés, ces 17 adolescents ont affronté la justice et ont reçu la sentence la plus redoutée, la réclusion à perpétuité. Numéro 1. Shondell Jackson. Shondell Jackson avait 19 ans lorsqu'il a décidé, avec son ami Derek, que ce serait une excellente idée de voler un étudiant qui rentrait simplement chez lui. Nathan Potter, âgé de 21 ans, voulait juste rentrer chez lui après une nuit de fête, mais Shondell a poussé les choses trop loin en sortant une arme et en tirant. Ce qui a commencé comme un simple vol s'est terminé par la mort de Nathan, qui est mort en se vidant de son sang dans la rue. Shondell a été arrêté, mais au lieu de se repentir, il a montré un comportement choquant au tribunal. Alors que le juge lisait la condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, Shondell a complètement perdu le contrôle. Il a commencé à insulter la famille de Nathan, qui était dévastée par la perte de leur fils. La situation était si intense que les officiers de la cour ont dû intervenir et utiliser du gaz poivré pour le calmer. Pour ajouter au drame, la famille de Shondell s'est également jointe aux insultes contre la famille de Nathan, rendant la scène encore plus chaotique. Shondell Jackson passera le reste de sa vie en prison, tandis que son ami Derek a reçu une peine beaucoup plus légère, de 12 ans. Il semble que le juge savait qui était le cerveau derrière le désastre. Numéro 2. Mackenzie Sheila. Mackenzie Sheila était connu comme l'enfer sur roue et ce n'était pas pour rien. Un jour, après une dispute avec son petit ami Dominique Russo et son ami David Flanagan, Mackenzie a décidé que la meilleure solution était de percuter délibérément sa voiture contre un bâtiment. Ce n'était pas un accident. Elle-même avait menacé de faire quelque chose de ce genre pendant des semaines. Le résultat fut dévastateur. Les deux jeunes sont morts sur le coup. Le plus effrayant fut le comportement de Mackenzie après. Les enquêtes ont révélé des messages troublants dans lesquels Sheila se montrait indifférente face à la tragédie. Lors du procès, Mackenzie a plaidé non coupable et a affirmé qu'elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Mais les preuves contre elle étaient accablantes. Y compris des vidéos sur TikTok, qu'elle avait téléchargées peu après l'accident, dans lesquelles elle célébrait le fait d'être en vie. Le juge a été catégorique en la décrivant comme un danger pour la société et l'a condamnée à 2 peines de 15 ans chacune. Le surnom d'enfer sur roue n'a jamais été aussi littéral qu'à présent. Numéro 3. Nicholas Lindsay. À seulement 16 ans, Nicholas Lindsay avait déjà commis un acte qui changerait sa vie pour toujours. Il a assassiné un officier de police à Saint-Pétersbourg, en Floride. Pendant le procès, alors que la fille de l'officier assassiné luttait pour garder son calme, Nicholas était assis dans la salle avec un sourire sur le visage. Son comportement, froid et indifférent, a laissé tout le monde choqué, en particulier la famille de la victime. Malgré son âge, Nicholas a été jugé comme un adulte et a reçu une peine de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, en 2012, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelles les peines de réclusion à perpétuité obligatoires pour les mineurs, ce qui a permis à Nicholas d'obtenir une nouvelle audience. Mais même avec les preuves de son enfance difficile et de ses problèmes de santé mentale, le juge a décidé qu'il n'y avait aucun signe de réhabilitation. À 22 ans, Nicholas est toujours derrière les barreaux, sans possibilité de réduire sa peine, en raison de son manque de remords et des actions. Attitude imperturbable. On scellait son destin au tribunal. Numéro 4. Jennifer Mee. Jennifer Mee est devenue une célébrité mineure lorsqu'elle a développé un hockey incontrôlable qui l'a affectée pendant des mois. Mais sa célébrité n'a pas duré longtemps et en 2011, Jennifer s'est retrouvée impliquée dans un crime violent. Avec 2 amis, elle a planifié un vol qui a terriblement mal tourné et s'est terminé par la mort de Canon Griffin. La nouvelle que la fille au hockey était maintenant une criminelle a choqué tout le monde. Au tribunal, Jennifer a tenté de se défendre en alléguant qu'elle n'avait pas toute sa capacité mentale au moment du crime. Cependant, ses efforts furent vains. Les preuves contre elle, y compris son rôle direct dans la planification du vol, ont conduit le juge à lui imposer une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ce qui est le plus étrange dans cette affaire, c'est comment quelqu'un qui avait été une sensation médiatique à cause d'une condition médicale s'est retrouvé impliqué dans une affaire de meurtre.
Jennifer passe maintenant ses journées en prison et le hockey semble avoir été le moindre de ses soucis comparé à la tragédie qu'elle a déclenchée. Numéro 5. Ne pas écrire. Ne pas écrire. Elle s'est retrouvée au centre d'un incident tragique à Ann Arbor, Michigan. Ce jeune homme, avec 2 amis, a participé à un vol qui a terriblement mal tourné, entraînant le meurtre de Jordan C., un étudiant prometteur et joueur de football qui rêvait d'assister à l'université du Michigan. La communauté a été dévastée en apprenant sa mort. Pendant le procès, Daunt a surpris tout le monde lorsqu'il a admis sans remords avoir tiré sur Jordan. Le plus choquant a été son attitude tout au long du processus légal. Il souriait. Et, quand vint le moment de parler, il osa dire qu'il serait bientôt chez lui, ce qui a mis en colère tant le juge que la famille de la victime. Son avocat a tenté d'adoucir la situation, affirmant que le sourire était une réaction nerveuse due à la peur, mais personne ne l'a cru. Ne le fais pas. Il a été condamné à entre 23 et 50 ans de prison pour le meurtre de Jordan, et il a laissé derrière lui une traînée d'incrédulité et de douleur que son absence de remords n'a fait qu'approfondir. Numéro 6. Jérémy et Willard. Ce qui a commencé par une mauvaise note dans un cours d'espagnol s'est terminé en tragédie. Jérémy et Willard, 2 adolescents qui fréquentaient le même lycée, ont décidé que la professeure Norma Gregg méritait une punition pour avoir donné à Jérémy une mauvaise note. Sans y réfléchir à 2 fois, les 2 amis ont commencé à traquer la professeure lors de sa promenade quotidienne dans le parc. Armés d'une batte, ils l'ont frappée brutalement jusqu'à la tuer. Le crime a été rapidement découvert et tous 2 ont été traduits en justice. Au tribunal, Jérémy a éclaté en sanglots et a présenté ses excuses à la famille de Graber, mais les larmes n'ont pas suffi à arrêter la sentence. Le juge Schauer, après avoir pris en compte l'âge de Jérémy et son apparent repentir, a décidé de le condamner à la réclusion à perpétuité, mais avec la possibilité de libération conditionnelle. Après 25 ans. Willard, d'autre part, a été condamné à une peine plus légère. Mais les 2 jeunes ont été à jamais marqués par l'horrible acte qu'ils ont commis. Numéro 7. Evan Fuller. Evan Fuller, à l'âge de 14 ans, a connu un crime si brutal qu'il résonne encore dans les couloirs du système judiciaire. Lors d'une nuit de décision fatale, il a attaqué Cole Cano en le frappant à plusieurs reprises avec une batte jusqu'à le rendre inconscient, puis a mis le feu à sa caravane. L'acte de violence a secoué la communauté, et Evan a été rapidement arrêté et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, son cas a atteint la Cour suprême, qui a statué que les peines obligatoires de réclusion à perpétuité n'étaient pas autorisées. La perpétuité pour les mineurs était inconstitutionnelle. Ce jugement a donné à Evan une nouvelle chance d'audience, mais le juge chargé de l'affaire a estimé que la gravité du crime l'emportait sur toute circonstance atténuante possible liée à sa jeunesse. En 2021, Evan, âgé de 32 ans, est apparu à son audience par vidéo depuis la prison, montrant des signes de repentir. Mais son sort était déjà scellé. Il a de nouveau été condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération. Numéro 8. Dylan Cordonnier. Dylan Schumacher, à l'âge de 16 ans, s'occupait des jeunes enfants de sa petite amie lorsqu'il a commis un acte de violence inexplicable. Le 19 mars 2013, Dylan a brutalement frappé le fils aîné de sa petite amie, Austin, âgé de seulement 2 ans, causant sa mort. Lorsqu'il a été traduit en justice, Dylan s'est présenté en pleurant devant le juge et le jury. Il a affirmé qu'il n'avait jamais voulu blesser l'enfant et que ce n'était pas son intention qu'il meure. Cependant, les preuves contre lui étaient accablantes et la douleur de la famille d'Austin était indescriptible. Malgré les excuses de Dylan et les arguments de son avocat concernant son enfance difficile et ses problèmes de colère, le juge n'a eu d'autre choix que d'imposer une peine sévère. Dylan a été condamné à une peine allant de 25 ans à la réclusion à perpétuité, une sentence qui reflétait la gravité du crime et le risque qu'il représentait pour la société. Le grand-père d'Austin a demandé justice, et le tribunal a répondu par une sentence qui a laissé tout le monde avec un sentiment de tragédie. Numéro 9. Denali Bremer. Denali Bremer, originaire d'Anchorage, en Alaska, s'est impliqué dans l'un des crimes les plus insolites jamais enregistrés dans cette région. Tout a commencé lorsque Denali a rencontré un homme en ligne. Il lui a promis une énorme somme d'argent si elle accomplissait une demande macabre, kidnapper
et assassiné Cynthia Hoffman. Denali, toujours attirée par le danger, a relevé le défi. Avec quelques complices, elle a emmené Cynthia pour une randonnée aux chutes Thunderbird, un lieu pittoresque en Alaska. Mais cela est rapidement devenu le théâtre d'un crime atroce. Denali et son équipe ont attaché Cynthia avec du ruban adhésif, avant de l'assassiner. Le plus effrayant, c'est que Denali a décidé de documenter tout le crime à travers des selfies et des vidéos, comme s'il s'agissait d'un épisode tordu de la vie réelle. Cependant, les autorités étaient sur leurs traces et Denali a été arrêtée. Au procès, elle a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation et a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Ce qui a commencé comme une quête d'argent facile s'est terminé par une condamnation qui la gardera derrière les barreaux pour le reste de sa vie. Numéro 10. Brenda Ann Spencer. Brenda Ann Spencer est entrée dans l'histoire comme l'une des adolescentes les plus infâmes des États-Unis. En 1979, à l'âge de 16 ans, elle a décidé d'ouvrir le feu sur une école primaire à San Diego, en Californie, depuis la fenêtre de sa maison. Armée d'un fusil que son propre père lui avait offert pour Noël, Brenda a tué 2 adultes et blessé 8 enfants et un officier de police. Lorsqu'elle a finalement été arrêtée et qu'on lui a demandé pourquoi elle avait fait cela, elle a répondu par une phrase qui a secoué le pays, « Je n'aime pas les lundis ». Ces paroles sont devenues le symbole de la brutalité et de l'absurdité de l'attaque. Pendant le procès, Brenda a montré peu de remords, et la gravité de ses actions l'a conduite à être condamnée à la réclusion à perpétuité. Son cas a non seulement marqué un tournant dans la conversation sur la violence armée aux États-Unis, mais a également clairement montré que la santé mentale et l'accès aux armes pouvaient devenir une combinaison dévastatrice. Aujourd'hui, Brenda continue de purger sa peine sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que ses actions restent dans les mémoires comme un chapitre tragique de l'histoire. Numéro 11. Terence Andress. Terence Andress. À seulement 20 ans, il s'est retrouvé impliqué dans une série d'événements qui l'ont conduit à une condamnation à mort. Ce qui a commencé comme un vol de voiture s'est terminé de manière fatale, lorsque Terence, sous l'influence d'une combinaison de marijuana et de PCT, a perdu le contrôle de la situation. Dans ce moment de chaos, la vie d'Abina Diaz et celle d'un passant innocent, Kim Cannon, vu, lui, ont connu une fin tragique. Le procès de Terence Andress a été un processus rempli d'irrégularités, ce qui a ajouté de l'huile sur le feu quant à la controverse entourant son affaire. Dès le début, son avocat de la défense a été critiqué pour ne pas avoir enquêté correctement sur les preuves présentées contre lui. Les erreurs commises par la défense sont devenues un point central lors des appels et ont mené l'affaire jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême a statué que l'avocat de Terence n'avait pas fait suffisamment pour contester les preuves de l'État, ce qui a généré une vague de soutien envers Terence, car beaucoup considéraient qu'il avait été mal représenté lors de son procès. Original. Le tribunal du Texas a décidé de défier l'opinion de la Cour suprême. Le Texas, en rétablissant la peine de mort pour Terence, a soutenu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer que les erreurs de la défense avaient eu un impact significatif sur le résultat du procès. Cette décision a engendré une bataille juridique et morale qui continue jusqu'à aujourd'hui. Numéro 12. Candrea Cook. Candrea Cook, une jeune femme de 18 ans, s'est retrouvée piégée dans un crime qui a commencé comme un plan apparemment simple, mais qui s'est terminé de manière catastrophique. Tout a commencé lorsqu'elle et son petit ami de l'époque, Kendrick Bass, ont conçu un plan pour voler une voiture en utilisant une application de rencontre comme appât. L'idée était d'attirer 2 hommes dans un endroit isolé, sous le prétexte d'un rendez-vous, puis de les dépouiller de leur véhicule. C'était une stratégie astucieuse, ou du moins le pensaient-ils. Candrea et Kendrick, convaincus que tout se passerait comme prévu, n'ont jamais imaginé le tournant violent que prendraient les événements. Le jour de l'incident, les hommes sont arrivés à l'endroit convenu, sans se douter qu'ils marchaient vers un piège. Cependant, les choses ont rapidement échappé à tout contrôle. Au milieu du vol, Kendrick a sorti une arme et a tiré sur l'un des hommes. Miraculeusement, la victime a survécu à l'attaque, mais le mal était déjà fait. Ce qui devait être un vol simple s'est transformé en une affaire de tentative de meurtre et d'agression, et tant qu'Andrea que Kendrick ont été arrêtés peu après. Le procès a été un tourbillon d'émotions pour tous les impliqués. Dans la salle d'audience,
La mère de Kandrea n'a pas pu retenir ses larmes en entendant la sentence de sa fille, et Kandrea elle-même s'est effondrée sous le choc. Voir sa vie prendre un tournant si drastique en quelques secondes. C'était trop pour elle. L'impact émotionnel de ce moment était évident, mais les conséquences légales étaient inévitables. Kandrea a été condamnée à 20 ans de prison, une peine qui a bouleversé sa famille. Les images d'elle s'évanouissant dans la salle d'audience ont clairement montré le poids de la situation. Cependant, un an après ce premier procès, un rayon d'espoir est apparu lorsque la juge a permis à Kandrea de retirer sa déclaration initiale. La juge a soutenu qu'il y avait eu un manque de communication entre Kandrea et son avocat commis d'office, ce qui a ouvert la voie à une nouvelle sentence. Ce retournement de situation a offert un soulagement tant pour Kandrea que pour sa famille. La nouvelle sentence a réduit son temps de prison à 11 ans, suivi de 20 ans de liberté conditionnelle. Numéro 13. David Anthony Parga. Ce qui a commencé comme une nuit d'Halloween typique s'est transformé en une véritable tragédie pour Leland Washington, un jeune étudiant universitaire qui cherchait simplement à passer un bon moment avec ses amis. Ce que Leland et son groupe ne savaient pas, c'est que la fête à laquelle ils assistaient était organisée par un gang, un détail qui finirait par être fatal. Au début, tout semblait normal, musique, déguisement et amusement. Cependant, les tensions ont commencé à monter lorsqu'une dispute a éclaté entre certains des présents. Leland Washington est devenu plus intense. Les esprits se sont rapidement échauffés et Leland et ses amis ont été expulsés de l'endroit, probablement sans comprendre complètement ce qui se passait, ni à qui ils avaient affaire. Mais, dans un moment d'imprudence, le groupe a décidé de retourner à la fête, pensant peut-être que tout était derrière eux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur retour serait interprété par David Anthony Parga, un membre du gang présent, comme un défi personnel. Pour Parga, revenir à la fête n'était pas seulement un acte de désobéissance, c'était un signe de manque de respect qu'il ne pouvait tolérer. Sans trop réfléchir, et avec une attitude aussi violente qu'impulsive, il a sorti une arme et a tiré directement sur Leland, le touchant 4 fois. Le résultat fut dévastateur. Leland, un jeune plein de promesses et avec un avenir brillant devant lui, s'est effondré au sol gravement blessé. Parga, au lieu de s'arrêter pour réfléchir à ce qu'il venait de faire ou aux conséquences possibles, a choisi d'essayer de dissimuler son crime. Cependant, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était à la loyauté des amis de Leland. Au lieu de le laisser mourir sans plus, ses amis ont agi rapidement. Dans une tentative désespérée pour lui sauver la vie, ils l'ont emmené directement à la police puis à l'hôpital. Malheureusement, il était déjà trop tard. L'horreur et la douleur de ses amis se sont transformées en une rage, qui a accompagné toute la communauté lorsque le crime a été révélé. Pendant le procès, l'attitude de David Anthony Parga était étonnamment froide. Il a décidé de se représenter lui-même, une décision risquée, qu'il pensait probablement lui donnerait plus de contrôle sur son destin. Cependant, son manque de repentir, combiné à la gravité du meurtre, a encore aggravé sa situation. Parga n'a montré aucun remords à aucun moment, et cela n'est pas passé inaperçu ni pour le juge ni pour le jury. Sa tentative de dissimuler le crime, ajoutée à la manière dont il a essayé de justifier ses actions, n'a fait que sceller son destin. Le verdict final était clair. David Anthony Parga a été condamné à 50 ans de prison. L'impact sur la famille de Leland a été dévastateur, car ils ont non seulement perdu un fils et un ami cher, mais ont également été marqués par la brutalité et le manque d'humanité avec lequel Parga avait agi. Numéro 14. Marty Fuller. Marty Fuller, un jeune de 15 ans, vivait une relation qui, de l'extérieur, semblait être l'histoire typique d'adolescent. Le joueur de football populaire et la pom-pom girl vedette, Kede Yuga. Cependant, ce que personne ne savait, c'est que cette relation était marquée par le contrôle, la violence et la jalousie. Avec le temps, Kelly a commencé à se rendre compte que ce qu'elle avait avec Marty n'était pas normal. La jalousie s'est transformée en crise de colère, et ce qui pouvait autrefois sembler être de l'affection s'est rapidement transformé en un cauchemar d'abus émotionnels et physiques. Malgré son jeune âge, Kelly a pris une décision courageuse, mettre fin à la relation. Elle a décidé de rompre le cycle de violence que Marty exerçait sur elle. Mais,
comme c'est le cas dans de nombreux cas de violence dans les relations adolescentes, Marty. Il ne l'a pas accepté. Au lieu de la laisser partir, sa fureur n'a fait que croître. La fin de leur relation signifiait aussi la fin de sa vie scolaire. Marty a été expulsé de l'école après que Kelly ait signalé les abus aux autorités. Pour lui, cela signifiait perdre son avenir, sa réputation, et le plus important pour lui, le contrôle sur Kelly. Le 9 mai 2019, cette rage accumulée a atteint son point le plus tragique. Marty, décidé à ne pas laisser Kelly continuer sa vie, a fait irruption chez elle à Kenosha, Wisconsin, armée et remplie de haine. Kelly était avec sa mère, préparant tout pour un voyage de camping. Sans avertissement, Marty a tiré 5 fois sur Kelly, la tuant sur le cou, et a également gravement blessé sa mère, Stephanie Yuga, qui a été témoin de l'attaque brutale. Ce qui devait être une journée tranquille et familiale s'est transformé en une scène d'horreur qui a laissé toute la communauté de Kenosha complètement dévastée. La police n'a pas tardé à arrêter Marty. Bien qu'il ait essayé d'exprimer des remords pendant son procès, ses paroles ont semblé vides pour beaucoup. La brutalité du crime et le fait que Marty avait planifié le meurtre ont fait que son sort légal était pratiquement scellé. Malgré le fait qu'il n'était qu'un adolescent, il a été jugé comme un adulte en raison de la gravité de son acte. Pendant tout le procès, la communauté ne pouvait pas comprendre comment un jeune de 15 ans avait pu commettre un acte si atroce. Les émotions dans la salle d'audience étaient à fleur de peau. Les membres de la famille, les amis et les camarades de Kelly regardaient avec incrédulité alors que le procès avançait. Lorsque le verdict final est tombé, il n'y a eu aucune surprise. Marty Fuller a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Numéro 15. Lee Rios. L'histoire de Lee Rio est un exemple clair de la façon dont une situation qui semble routinière peut se transformer en une tragédie dévastatrice, en quelques secondes. Ce qui a commencé comme une transaction apparemment simple sur Craigslist a fini par être une fatalité qui a détruit plusieurs vies. Vicente Cruz, un homme qui essayait simplement de vendre sa voiture, n'a jamais imaginé que l'accord qu'il avait organisé avec Rio se transformerait en cauchemar. Les deux se sont rencontrés pour inspecter le véhicule, mais ce qui aurait dû être un simple échange a rapidement dégénéré en violence. Vicente a disparu sans laisser de traces et des jours d'incertitude ont passé jusqu'à ce que son corps soit finalement retrouvé. Abandonné parmi les buissons avec de multiples blessures par balle. Dès le premier moment où le corps a été découvert, l'enquête a pointé Lee Rio comme le principal suspect. Cependant, ce qui a vraiment capté l'attention de tous, c'est le sang-froid avec lequel Rio a géré la situation. Pendant le procès, Rio n'a à aucun moment tenté d'offrir une explication convaincante de ce qui s'était passé. Malgré la gravité des preuves contre lui, il a gardé une attitude stoïque, comme si la possibilité de passer le reste de sa vie en prison ne l'affectait pas. Ce comportement, ajouté à la brutalité du crime, a fait que le tribunal n'a montré pas la moindre compassion envers lui. L'avocat de la défense de Rio a tenté, désespérément, d'atténuer la sentence, en présentant des arguments en sa faveur qui faisaient appel à sa jeunesse et à de possibles influences extérieures dans sa vie. Cependant, aucune de ces tentatives n'a suffi à persuader le juge, qui a estimé que le meurtre de Vicente Cruz était un acte si délibéré et cruel, qu'il n'y avait pas de place pour l'indulgence. En reliant tous les points de l'affaire, le juge a prononcé la peine la plus sévère, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire de Lee Rio, bien que pas aussi médiatisée que d'autres crimes similaires, a laissé une marque profonde. Il a non seulement montré comment une série de mauvaises décisions peuvent détruire des vies en un instant, mais aussi comment un jeune homme, que beaucoup considéraient comme normal, a été entraîné vers le côté le plus sombre de la criminalité. La communauté a été choquée, se demandant ce qui avait pu pousser Rio à prendre des décisions si violentes, pour ce qui, au départ, n'était qu'une simple transaction automobile. Le meurtre de Vicente Cruz, ainsi que la réaction de son assassin, a une fois de plus mis en lumière la facilité avec laquelle la violence peut surgir de manière inattendue dans les environnements les plus quotidiens. Numéro 16. Jean-Pierre Cano. Jared Cano, à l'âge de 16 ans, s'est retrouvé au cœur d'une tempête qu'il avait lui-même créée. L'adolescent, apparemment ordinaire, avait orchestré un plan macabre qui incluait une attaque à la bombe.
à la Freedom High School, son propre lycée à Tampa, en Floride. Ce plan n'était pas le produit d'un coup de tête soudain. Kano avait passé du temps à détailler et planifier comment il le réaliserait, ce qui rend la découverte de son complot encore plus effrayante. Bien que Jared gardait le projet secret, un ami proche, après avoir connu les horribles détails, a décidé de faire ce qui était juste. Et alerter les autorités avant que quelque chose d'irréparable ne se produise. Grâce au courage de cet ami, les autorités sont intervenues avant que Jared ne puisse exécuter son plan. Lorsque la police est arrivée chez lui, elle a trouvé des preuves irréfutables, des dessins, des cartes, et des matériaux nécessaires pour construire des bombes. Toutes les preuves indiquaient que Jared n'avait pas seulement pensé à l'attaque, mais qu'il était très proche de la réaliser. Les conséquences auraient été catastrophiques. Et le plus préoccupant était que personne n'avait remarqué de signe clair de ce qui se préparait jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Pendant le procès, Jared a montré une attitude distante, presque apathique, ce qui a laissé perplexe beaucoup de gens. Son avocat de la défense a tenté d'argumenter que Kano n'était pas un criminel au sens strict, mais un jeune homme profondément perturbé qui avait besoin d'aide. Plus qu'à de punition. L'équipe juridique a présenté des preuves que Jared avait eu des problèmes de santé mentale pendant des années, suggérant que la racine de son comportement viol provenait d'un trouble non diagnostiqué ou traité correctement. Cependant, malgré les efforts de l'avocat pour orienter le procès vers un traitement psychiatrique, au lieu d'une peine sévère, le tribunal est resté ferme. Le juge, conscient de la gravité de l'affaire, n'a pas laissé la jeunesse de Jared ou ses problèmes mentaux adoucir la réalité de la situation. La froideur avec laquelle l'adolescent avait planifié l'attaque et l'ampleur des dommages qu'il aurait pu causer ont suffi à convaincre le tribunal qu'une condamnation ferme était nécessaire. Kano a été condamné à 15 ans de prison, ce qui a surpris certains, compte tenu de son jeune âge. Numéro 17. Alexis Roger. Imagine qu'une vie ordinaire se transforme en une tragédie qui change des vies à jamais. Alexis Roger, à seulement 19 ans, n'aurait jamais imaginé qu'une dispute triviale sur la route se terminerait par une peine de réclusion à perpétuité. Alors qu'il conduisait dans les rues de la Vallée Sud, une confrontation avec un autre conducteur a déclenché une fureur incontrôlable. Ce qui a commencé par des manœuvres dangereuses et des accélérations est rapidement devenu une poursuite qui a pris une tournure alarmante. Alexis n'était pas seul. À ses côtés se trouvait Dominic Luna, un jeune de 16 ans avec qui elle partageait une relation compliquée. Au milieu de la tension, Luna a sorti une arme à feu et, sans hésiter, a tiré sur l'autre véhicule, touchant mortellement Ephraim Harty, un autre adolescent du même âge. Après le coup de feu, le chaos s'est emparé de la situation. Au lieu de s'arrêter ou de chercher de l'aide, Alexis et Luna ont choisi de fuir. Ils conduisaient sans but, désespérés de s'échapper de ce qu'ils venaient de faire, tandis que leurs esprits devaient sûrement traiter l'horreur du moment. Cependant, échapper à la justice n'est pas si facile, et les autorités, traquant chacun de leurs mouvements, les ont rapidement retrouvés. À partir de là, un nouveau chapitre a commencé. Alexis a été arrêté et traduit en justice pour son implication dans le crime. Le procès a été un tourbillon émotionnel pour Alexis. Elle est entrée dans la salle d'audience les larmes aux yeux, et pendant tout le procès, elle a gardé une attitude abattue, essayant de convaincre le juge et le jury qu'elle n'avait aucun contrôle sur la situation. Sa défense reposait sur la peur de Luna, qui, selon elle, avait été abusif, physiquement et émotionnellement. Elle a affirmé que son comportement cette nuit-là était le résultat de la peur et de son état altéré par la consommation de Xanax. Cependant, ces arguments n'ont pas suffi à éviter une condamnation. Bien que les circonstances semblaient compliquées, le tribunal n'a montré aucune clémence. Malgré les larmes et les plaidoyers, la participation d'Alexis à l'incident ne pouvait être ignorée. Le verdict fut sans appel, et sa vie fut marquée par une nuit où de mauvaises décisions ont conduit à des conséquences fatales. Depuis ce moment-là, la jeune femme s'est retrouvée piégée dans un destin sans retour possible, et le souvenir de ce qui s'est passé cette nuit fatidique dans le sud de la vallée l'accompagnera à jamais.